perdants ou de ceux qui ont plombé la France. Là, l'archive, elle est terrible. Quand vous regardez cette archive, vous comprenez pourquoi est-ce que François Bayrou l'a appelé kamikaze. Kamikaze, qu'est-ce que c'est? Vous allez ton droit et vous savez pas où vous allez, mais vous savez que vous pouvez éventuellement tomber et mourir. Et donc je pense que c'est un peu ça le sujet. C'est avec Manuel Valls à plusieurs reprises, et dans les extraits que vous avez cités sur les réseaux sociaux, en fait, plusieurs fois, il s'est avancé de manière beaucoup trop directe et beaucoup trop avancée pour éventuellement changer d'avis. En politique, vous avez le droit de changer d'avis. Il y a des circonstances qui changent. Vous-même, vous avez des convictions qui peuvent changer parce que les circonstances ont changé, etc. Mais pour autant, ce que personne lui reproche, c'est d'avoir manqué à sa parole. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes déjugent les politiques en raison du manquement à la parole donnée. Et Manuel Valls incarne ça lorsque vous vous placez vis-à-vis de la gauche. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de qualité. Ouais. Manuel Valls, ça a été dit par Anthony Lebos, il est aujourd'hui ministre de l'Outre-mer. Qu'est-ce que c'est que ministre d'État en plus. Ministre d'État de l'Outre-mer. C'est-à-dire que vous devez négocier des arbitrages éventuellement avec Bruno Retailleau pour faire des conditions restrictives sur l'immigration à Mayotte, sur le droit du sol. Vous pouvez négocier éventuellement des prix de l'alimentation spécifiques, des services publics. Vous devez négocier avec le ministre de la fonction publique. Vous devez obtenir des arbitrages avec Matignon, avec l'Élysée, éventuellement parfois avec le Quai d'Orsay lorsqu'il y a des sujets entre, par exemple, Mayotte et Comores. Donc aujourd'hui, il vaut mieux avoir quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait comment fonctionne la machine d'État et surtout qui a un poids politique. Qui sera contraint par le budget comme tous les autres aussi, quand même. Il sera contraint, mais il aura au moins une voix à donner. Lorsqu'il portera la voix de Mayotte ou lorsqu'il portera la voix des autres Outre-mer, parce que il a souhaité s'y rendre le plus rapidement possible, d'ailleurs. Dans la situation des autres Outre-mer est aussi catastrophique qu'à Mayotte actuellement, en raison d'un prix qui est très élevé, notamment sur les prix de l'alimentation. Mais lorsque Manuel Valls parlera, au moins les gens l'écouteront et il aura le poids politique. Donc il donnera une visibilité. Exactement. Et il aura le poids politique pour obtenir des arbitrages favorables pour les habitants des Outre-mer. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été choisi. Pour autant, il a un défaut, et c'est là où on arrive, c'est que aujourd'hui Bayrou avait constitué un gouvernement dans le but d'obtenir un pacte de non-censure avec la gauche, et il a pris la personnalité qui pouvait le plus le serrer, et la gauche, et surtout la France insoumise. Mais il y avait plus de chances que ça excite la gauche dans le mauvais sens qu'autre chose, quoi. En fait, vous faites un pari. Soit vous dites que vous pouvez faire un accord avec Olivier Faure, soit vous dites que vous ne pouvez pas en faire dans la mesure où il était tenu par la France insoumise et par les écologistes de Marine Tondelier. Lors de les discussions avec les chefs de parti, Emmanuel Macron, j'imagine, a dû voir s'il y avait une possibilité de trouver un accord ou pas. La possibilité d'un accord était basée sur 3 axes. La première, c'était de faire la proportionnelle, qui était bloquée par les Républicains, et auxquels ils en ont besoin parce qu'ils ont notamment Bruno Retailleau, plus les députés de Laurent Wauquiez. Le deuxième point, c'était la non-utilisation du 49.3, c'est-à-dire que vous liez les mains au Rassemblement national et au Parti socialiste pour faire adopter un budget. Et enfin, c'était la réforme des retraites. Or, la réforme des retraites, c'est la seule grande réforme d'Emmanuel Macron lors de ce deuxième quinquennat. Est-ce qu'il était prêt à céder dessus, c'est-à-dire sacrifier 5 c'est pas milliards très clair d'euros. ce qu'a dit François Bayrou encore, parce qu'on est sur une conférence, on ne sait pas quelle est la ligne. Mais en vrai, le sujet essentiel, c'est qu'il doit, si par cas il abroge ou il suspend la réforme des retraites, de trouver 5 à 15 milliards d'euros. On se souvient que Michel Barnier était tombé parce qu'il avait refusé de donner 5 milliards d'euros au Rassemblement national pour l'indexation des retraites. L'autre point, moi je pense que c'est ça l'avis qu'ils ont, c'est qu'ils se disent qu'ils vont jouer l'opinion contre les socialistes en les obligeant à ne pas voter la censure, avec un point qui est simple. Lorsque les députés socialistes vont retourner en circonscription, ils vont dialoguer et ils verront qu'il y aura Rebsamen, Valls ou Juliette Méadel au gouvernement. Alors ensuite, après, une fois que Valls obtiendra éventuellement quelques résultats ou que le gouvernement obtiendra quelques résultats et éventuellement Éric Lombard, qui est ministre de l'économie, obtient des arbitrages qui sera plutôt à gauche, est-ce que les députés socialistes oseront appuyer sur le bouton, surtout qu'on connaît les conséquences désormais d'une censure, ce qui plonge dans l'instabilité avec une loi spéciale et une loi du budget qui ne sera pas adoptée pour 2025. Véronique ? Jouer le Rassemblement national et celui de Marine Le Pen. C'est-à-dire que même tout à l'heure, Mathieu Vallée disait on va attendre de voir ce que dit la déclaration de politique générale. Mais quand Marine Le Pen, dans ses vœux, dit aujourd'hui il faut congédier tout ce qu'on nous a mis au gouvernement, on voit mal comment on pourrait échapper à la censure. Sauf qu'elle fixe un autre horizon. Oui, elle dit très clairement qu'elle va faire tomber le gouvernement un jour ou l'autre. Après, la question, c'est est-ce que ça va être le 16 janvier, soit après 2 jours après le discours de politique générale, ou est-ce que ce sera plus tard, notamment à l'occasion du budget éventuellement, qui sera présenté ou qui sera soumis au vote en février prochain. Je pense que ça va être ça. L'objectif de Bayrou, ça va être de durer. Il doit tenir, il a 2 objectifs en tête. 1, c'est faire passer un budget, et 2, c'est tenir jusqu'au 8 juillet. Pourquoi est-ce qu'il doit tenir jusqu'au 8 juillet 2025 ? C'est le jour où Emmanuel Macron pourra dissoudre de nouveau, donc il disposera d'une autre arme constitutionnelle pour pouvoir redonner la parole au peuple, qui ne se reposera pas uniquement sur sa propre démission. Une fois qu'Emmanuel Macron pourra dissoudre, il pourra tenir les Républicains, il pourra tenir le Parti socialiste en disant une chose simple, si par cas vous censurez mon gouvernement, eh ben on retournera aux urnes, et puis on verra ce qui restera de votre groupe parlementaire. Est-ce que les socialistes resteront aussi nombreux ? Est-ce que les Républicains resteront aussi nombreux ? Ensuite, après, pour Marine Le Pen, il y a plusieurs dates en tête. La première, c'est le discours de politique générale. Elle ne censurera pas dans la mesure où une partie de ses électeurs lui reproche déjà d'avoir censuré, notamment les agriculteurs qui ont tagué des permanences RN, qui lui ont dit à cause de vous, Ursula von der Leyen a fait signer l'accord Mercosur et ça nous a déjà coûté très cher. Le deuxième point, ça va être le budget. Est-ce que Bayrou est éventuellement prêt à des concessions que n'était pas prêt à faire Michel Barnier sur l'indexation des pensions de retraite, sur les prix du carburant ou sur le prix de l'électricité ? Ça va être une des données. Si Bayrou est prêt à des concessions, il tiendra.
Et ensuite, après, il y aura une autre date, c'est le 31 mars. Ce sera là, on aura le jugement de Marine Le Pen. C'est est-ce que le juge suivra le réquisitoire du parquet? S'il le suit, eh ben à ce moment-là, on aura une nouvelle donne politique et c'est une nouvelle phase du quinquennat qui s'ouvre. Et puis l'opinion, regarde, Oui. c'est un tandem qui va occuper l'espace, hein, ça, Ah c'est bah sûr. ça, c'est Bruno sûr Retailleau, que- Gérald Darmanin. Ah ben, très clairement, Gérald Darmanin a été mis là pour adresser un message et aux dirigeants du Rassemblement national et même aux électeurs du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rappeler ce qui était Mais qui pressenti crispe pour le la vote. gauche, hein. Ah, mais Et oui. qui crispe la gauche. D'ailleurs, Oui, on a entendu l'extrême droite est c'est symbolisée par ces deux Oui, hommes. c'est sûr, mais vous avez le choix aujourd'hui. Soit vous obtenez un pacte de non-censure du Parti socialiste, soit vous obtenez la bienveillance des députés du Rassemblement national. Et aujourd'hui, quand vous prenez le cas de Gérald Darmanin, il faut quand même se rappeler que ce qui était pressenti au poste de ministre de la Justice, c'était Xavier Bertrand, auquel Marine Le Pen avait fait sous-entendre qu'elle n'en voulait pas. Et en prenant Gérald Darmanin, vous prenez un virage à 180 degrés avec quelqu'un qui avait quand même émis une opinion positive à l'égard qui avait soutenu à peu près Marine Le Pen lors des réquisitoires du parquet. Le sujet essentiel qui va être posé, c'est est-ce que Gérald Darmanin va suivre la même ligne que lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, ou est-ce qu'il va vouloir en fait se démarquer de Bruno Retailleau pour éventuellement gagner des points et se remettre dans la course de l'élection présidentielle auquel il n'a pas abandonné actuellement ses envies d'être candidat pour la prochaine fois. Est-ce qu'il va suivre la même ligne en se disant... Ils sont tous les deux sur la même ligne. On les a déjà entendus dire, comme François Bayrou d'ailleurs, les courtes peines, ils sont tous les trois alignés. La lutte contre les narcotrafics, ils sont tous les trois alignés. La fermeté de la justice, ils sont tous les trois alignés. Davantage de peines de prison et davantage alignés. Pour l'exécution des peines, actuellement, on a un véritable problème. Aujourd'hui, ça a été rappelé, pour la première fois depuis 12 ans et depuis le mandat de Nicolas Sarkozy, on a un alignement complet entre ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur. Ce que reprochaient tous les ministres de l'Intérieur, à l'époque Manuel Valls, puis ensuite après Bernard Cazeneuve, puis ensuite après Gérard Collomb, et ensuite après du coup Gérald Darmanin, c'était qu'à chaque fois c'était à peu près la même chose. Les policiers attrapent les délinquants et la justice les fait fuir. Pour la première fois, éventuellement, ils peuvent tenter de rogner à cette règle et de mettre en place l'application qui est la suivante, c'est-à-dire que les policiers les attrapent et la justice peut pouvoir agir concrètement. Pourquoi est-ce que Gérald Darmanin peut agir concrètement? Mais sachant qu'on est déjà en surpopulation carcérale, oui, on a entendu les magistrats, les syndicats de prison dire on jugera aussi Gérald Darmanin sur les crédits qu'il nous obtiendra pour obtenir des places de prison. Il y a une question de crédit, une question de budget, éventuellement, et c'est au moment du budget qui peut éventuellement tendre des perches au Rassemblement national. Est-ce que le Rassemblement national sera prêt à censurer un budget qui obtiendra des peines de prison supplémentaires ou des moyens pour la justice supplémentaire, de la même manière pour les moyens pour le ministère de l'Intérieur? Et il y a un autre point aussi, qu'on n'en parle pas, c'est que Gérald Darmanin a un pouvoir très fort, c'est qu'il a la disposition des circulaires, il peut donner des circulaires au parquet et des circulaires aux juges pour leur dire quelles sont les interprétations du code pénal à aller pour la politique pénale qu'il souhaite mettre en place. De la même manière, il peut indiquer au parquet qu'il souhaite mettre des peines qui soient beaucoup plus fermes et beaucoup plus dures dans leur cadre de leur réquisitoire. Donc ça, c'est plutôt un atout, le temps.